Bonjour, on va faire maintenant la section sur l'œil. C'est une section vraiment fascinante. Pourquoi? Parce que ça nous touche tous. Et en plus, ça fait un lien direct avec la biologie. Donc, c'est merveilleux. Je trouve ça vraiment fascinant. Pour introduire cette section-là, je vous pose la question, comment calcule-t-on la prescription d'une personne ayant un défaut visuel? Mettons une personne myope. Peut-être êtes-vous myope, peut-être êtes-vous hypermétrope, peut-être avez-vous de l'astigmatisme. Comment font les optométristes pour calculer la prescription dont vous avez besoin pour régler votre défaut visuel? Alors, c'est une question qui est pertinente, puis c'est très intéressant parce que dans cette section-là, on va apprendre à faire ce calcul-là. Donc, vous pourrez vous-même estimer votre prescription dans le cas de la myopie, en tout cas. Dans le cas de l'hypermétropie, c'est un peu plus compliqué. Euh, alors, le plus bel instrument d'optique qui existe, à mon avis, c'est le fruit de la nature, c'est l'œil. Alors, c'est pas une machine, c'est le fruit de la nature. C'est magnifique. Alors, vous avez ici une illustration schématique d'un œil. Alors, vous avez en avant ici la cornée, qui est la principale lentille de l'œil, en fait, c'est la cornée. C'est elle qui va faire le plus gros du travail de la convergence. L'œil, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit prendre les rayons et les faire converger sur la rétine pour créer une image réelle sur la rétine. Donc, l'œil, c'est en gros une lentille convergente. Mais le plus gros de la convergence de l'œil se fait vraiment via la cornée. Euh, Ensuite, ici à l'intérieur, on a l'humeur aqueuse, qui est bon, un liquide biologique. Ensuite, ici, on a l'iris qui va déterminer, qui est la partie bien sûr colorée de l'œil, et le trou ici se trouve à être la pupille. Alors, la pupille, c'est finalement le diaphragme de l'œil. C'est ça qui va limiter la quantité de lumière qui va pénétrer dans l'œil. Donc, quand c'est très lumineux, la pupille va devenir plus petite. Quand c'est très sombre, la pupille va s'agrandir au maximum. Paraît-il que la pupille aurait un effet aussi par rapport à la séduction. J'ai déjà lu un article par rapport à ça. Comme quoi, lorsque on est séduit par quelqu'un qu'on est en train de regarder, notre pupille serait plus grande que si on était devant quelqu'un qui ne nous séduit pas. Donc, c'est intéressant ça. C'est euh, un fait divers. Alors, ensuite, on a ici une lentille très importante, ce qu'on appelle le cristallin. Euh, le cristallin, c'est super important parce que c'est la lentille qui vous permet de voir. Ben, en fait, tout ça vous permet de voir, bien sûr, mais le cristallin, c'est un élément importantissime parce que c'est lui qui fait l'ajustement, dépendamment de la distance de ce que vous regardez. Donc, s'il n'y avait pas le cristallin, autrement dit, vous pourriez voir à une seule distance. Mettons, vous pourriez voir seulement à 20 mètres de distance, mais tout ce qui est plus loin que ça ou plus près que ça, vous ne pourriez pas le voir ou vous le verriez flou. Donc, évidemment, ça ne serait pas très pratique. Donc, le cristallin a un rôle super important. Il vous permet de voir à n'importe quelle distance. C'est une lentille ajustable, ce qui est quand même pas rien. Alors, ça, c'est super intéressant. Ce qui permet au cristallin d'être une lentille ajustable, c'est grâce à sa souplesse et grâce aux muscles qui sont sur sa périphérie, qu'on appelle les muscles ciliaires. Alors, ces muscles-là peuvent, en se contractant, comprimer ou détendre ou laisser le cristallin se détendre. Et c'est ça qui va permettre de changer la vergence du cristallin, donc permettre ce qu'on va appeler accommoder, ce qui va permettre à l'œil de s'accommoder, c'est-à-dire s'ajuster dépendamment de la distance de ce qu'il regarde. À l'intérieur, ici, on a un liquide biologique, l'humeur vitrée. Et à l'extrémité, ici, on a la rétine qui est super importante parce que, évidemment, c'est là que va se traduire, c'est là que va être capter l'information, la lumière, et ensuite, cette information-là va être transmise via le nerf optique ici au cerveau. Alors, le nerf optique, vu que, dans le fond, il ne pourra pas avoir
À l'endroit où se trouve le nerf optique, il ne peut pas avoir de cellules photosensibles. Donc, ça crée une tache aveugle. Donc, l'endroit où le nerf optique rejoint la rétine, c'est la tache aveugle. Donc, c'est une zone de l'œil qui ne peut pas voir. Donc, il y a effectivement une zone de votre champ de vision présentement qui ne voit pas en réalité. Donc, si le cerveau était vraiment honnête avec nous, cette zone-là, elle serait noire. Mais le cerveau, il ne veut pas vraiment être honnête. Il ne veut pas nécessairement être honnête avec nous, il veut surtout être pratique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il extrapole, en fait. Donc, il voit la tache aveugle, quelle couleur se trouve autour de cette tache-là, et il remplit par il fait il fait le Photoshop, autrement dit, là. Il remplit l'espèce de trou en extrapolant les couleurs qui sont autour. Vous allez dire, ouais, mais comment ça se fait que ça existe ça? Mais dites-vous que la tâche aveugle, c'est toujours dans votre champ de vision périphérique. Donc, c'est pas la chose que vous regardez. Quand vous fixez un objet, euh, à ce moment-là, votre tâche aveugle n'est pas dans la proximité de cette zone-là. La tâche aveugle est plus loin dans votre champ de vision. Donc, vous la voyez pas, c'est pas un endroit que vous regardez directement, c'est juste dans votre vision périphérique. OK, alors, la rétine, finalement, c'est l'équivalent d'un capteur d'appareil photo. Ok. Dans votre appareil photo de téléphone, par exemple, il y a un capteur capteur électronique. Alors, la rétine, c'est l'équivalent de ça. L'équivalent dans la photographie argentique, c'est une pellicule. Donc, c'est l'équivalent de la pellicule. Euh, OK. Pour simplifier, on modélise l'œil par. On va simplifier, en fait, toute la partie convergence de l'œil, on va la résumer par une seule lentille convergente qu'on va appeler la lentille équivalente. La lentille équivalente, c'est-à-dire une lentille, autrement dit, qui équivaut à l'ensemble de toutes les lentilles convergentes de l'œil. Autrement dit, la cornée fait une partie de la convergence, mais le cristallin fait aussi une partie de la convergence. Alors, si on met tout ça ensemble, et en tenant compte aussi de l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée, on met tout ça ensemble, puis on résume ça en une seule lentille qu'on va appeler la lentille équivalente. Fait que c'est comme on simplifie l'œil, on modélise l'œil par une seule, comme si toute sa convergence était créée par une seule lentille. Et qu'on a une distance L entre cette lentille-là et la rétine. La rétine, finalement, c'est l'écran, finalement. C'est l'endroit où du droit se produire l'image. Si l'image ne se produit pas sur la rétine, à ce moment-là, vous allez capter quelque chose, mais ça va être flou. Donc, vous allez voir de façon floue. Si on regarde, on applique l'équation de la lentille pour l'œil. 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur la focale de l'œil. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la distance P, c'est la distance de l'objet qui est regardé par l'œil. Donc, bien sûr, ça dépend de la distance de l'objet regardé. Donc, la distance P ne va pas être tout le temps la même. Si vous regardez votre feuille à 25 cm de votre œil, ben, le P, c'est 25 cm. Puis si vous regardez la Lune, ben, le P tend vers l'infini. Donc, le P dépend de la distance de l'objet que vous regardez. La distance Q, elle, ne peut pas varier. Donc, la distance Q, bien sûr, c'est la distance image. Donc, l'image doit forcément se faire sur la rétine pour que l'image soit nette. Donc, la distance Q, ça se trouve être cette distance-ci. Donc, la distance Q, elle ne peut pas varier. Pourquoi elle ne peut pas varier? Alors, vous l'aurez deviné, la distance Q ne peut pas varier simplement parce que la rétine n'est pas mobile. La rétine n'est pas un écran mobile. C'est pas comme quand on fait un laboratoire, puis là, on peut déplacer l'écran pour avoir une image nette. Non, on peut pas. La rétine, elle est coincée là. Et la lentille équivalente de l'œil est coincée là, elle aussi. Donc, autrement dit, l'œil ne peut pas changer de dimension là, pour que le Q puisse s'ajuster. C'est impossible. Donc, pourquoi le Q ne peut pas varier? C'est parce que la rétine, la cornée, le cristallin sont immobiles, doivent demeurer immobiles. Donc, autrement dit, la rétine ne peut pas bouger par rapport aux lentilles de l'œil.
Donc, Q, ça va être grosso modo la longueur du globe oculaire finalement. Fait que ça ne changera pas. Ça ne peut pas changer, dépendamment de la distance de l'objet qui est regardé. Donc, autrement dit, la distance P dépend de ce qu'on regarde. La distance Q, elle, ne peut pas varier de peu importe ce qu'on regarde. C'est grosso modo la distance lentille équivalente rétine. En fait, oui, c'est la distance lentille équivalente rétine. Alors, qu'est-ce qui doit s'ajuster? Parce que là, si vous regardez l'équation ici, là, P va varier dépendamment de ce que vous regardez. Q ne peut pas varier. Fait que pour que l'équation reste vraie, qu'est-ce qui peut changer? Si ça change, ça ne change pas, ben à ce moment-là, pas le choix. Il faut que ça change. Il faut que la focale de l'œil change pour que l'équation reste vraie. Comprenez? Donc, vu que ça ne change pas, ben, si P change, on n'a pas le choix. Il faut qu'on change la focale de l'œil. Alors, qu'est-ce qui doit s'ajuster? C'est la distance focale de l'œil. Et ce processus, ça s'appelle l'accommodation avec deux C. Deux C et un M. L'accommodation. Donc, l'accommodation, c'est le fait par lequel l'œil s'ajuste. L'œil ajuste sa distance focale en fonction de la distance de l'objet regardé. Alors, comment l'œil va faire pour changer sa focale? C'est le cristallin. C'est la courbure du cristallin qui va changer pour permettre de changer la focale de l'œil. Alors, regardons un exemple de ça ici. Donc, vous avez un objet ici qui est la chandelle. Et vous avez, bon, l'œil ici. Donc, vous avez la cornée ici, vous avez l'iris, vous avez le cristallin ici, le corps vitré. Et vous avez la rétine qui se trouve ici, le nerf optique qui envoie l'information au cerveau pour être interprétée. Et vous avez l'image qui se produit ici. Alors, dans le fond, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un objet, on a une lentille convergente. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une image réelle inversée. Est-ce que ça veut dire qu'on voit vraiment à l'envers? Oui, tout à fait. Voyez-vous, la bougie ici, elle est inversée par rapport à la bougie droite. Donc, effectivement, nous voyons tout à l'envers. L'œil voit tout à l'envers. Aucun problème, le cerveau redresse l'image. C'est absolument pas un problème. Le cerveau, il le sait qu'il doit inverser l'image pour que ça soit cohérent. Cela dit, avec des lunettes, on peut assez facilement faire en sorte que tout ce qu'on voit soit à l'envers. C'est très facile à faire de telles lunettes. Donc, on s'arrange avec des lunettes pour que tout soit à l'envers. Vous portez ces lunettes. Qu'est-ce qui va se produire? Au moment où vous allez les enfiler, vous allez tout voir à l'envers. Enlevez-les. Alors là, vous allez revoir à l'endroit. Maintenant, ce qu'on a fait, il y en a qui ont fait l'expérience suivante, c'est qu'ils ont pris des cobayes et ils leur ont dit, OK, vous allez garder les lunettes maintenant. Vous allez garder un bon bout de temps. Je ne sais pas combien de temps ils les ont gardés, mais peut-être, disons, plus qu'une semaine. Peut-être même plus qu'un mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, probablement au moins une semaine. Et, au- et là, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? C'est que les gens ont recommencé à avoir droit, même s'ils avaient les lunettes qui inversaient. C'est fou. Donc, le cerveau, à un moment donné, a compris que finalement, c'était comme, ça n'avait pas de sens. Tout était toujours à l'envers. Donc, à ce moment-là, lui, il a dit, ben, OK, tant pis, je vais arrêter d'inverser l'image. Comme ça, en arrêtant d'inverser l'image va redevenir droite dans le fond, dans la perception de la personne, les choses vont redevenir à l'endroit, puis tout va bien aller. Autrement dit, les gens avaient encore les lunettes qui inversaient tout, puis au bout d'un certain temps, le cerveau s'est ajusté et
pouf, il voyait droit à nouveau, avec les lunettes. Fait que là, on dit, bon, ok, parfait, le cerveau s'est adapté, il a compris. Mais là, le pire, c'est qu'au moment où les gens ensuite ont enlevé ces lunettes-là, ils voyaient à l'envers. Fait qu'autrement dit, les gens n'avaient plus les lunettes et ils voyaient à l'envers. Alors là, c'est le moment qu'ils paniquent, j'imagine, parce que là, ils n'ont plus les lunettes qui doivent inverser, mais ils voient à l'envers. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est comme habitué de ne plus inverser l'image. Et le cerveau, à quelque part, il est paresseux, donc si vous lui dites, ben, ça ne sert à rien d'inverser l'image de toute façon, parce que euh, même sans avoir inversé les images, la personne perçoit les trucs correctement. Alors là, le cerveau arrête de le faire. Vous enlevez les lunettes, il n'est plus habitué de le faire. Donc, le cerveau n'inverse plus, donc les personnes voyaient inverser sans avoir les lunettes. Donc ça doit être vraiment paniquant. Mais virtuellement, le cerveau recommence à comprendre qu'il doit recommencer à inverser les images pour que les personnes revoient droit à nouveau. Mais c'est quand même, c'est vraiment intéressant ça. Expérience intéressante. Je ne sais pas si personnellement je serais game de participer à cette étude. OK. Donc, euh, ce que je veux vous montrer, c'est que on revient à la diapo ici. Ce que je veux vous montrer, c'est que regardez qu'est-ce qui va se produire si on approche l'objet. Voyez-vous? Donc, les rayons ici, voyez-vous, les rayons sont tracés. On a tracé les deux rayons principaux. Le rayon vert, c'est celui qui arrive parallèlement à l'axe optique, va converger vers le foyer image. Celui qui arrive vis-à-vis le centre de la lentille continue tout droit. Donc, on a le croisement des rayons ici. Donc, l'image se produit ici sur la rétine. Mais avez-vous vu ce qui s'est passé entre les deux situations? Donc, regardez comment l'image change. Alors, l'image grossit. Donc, j'attire votre attention ici sur l'image. Regardez comment l'image change. Donc, plus on approche l'objet, plus l'image grossit. Alors, c'est logique, parce que prenez un crayon, approchez-le de votre œil. Ben, j'imagine qu'il va grossir dans votre champ de vision, normalement. Donc, si vous approchez un objet de votre œil, cet objet-là va grossir dans votre champ de vision. C'est ça qui se produit ici. Donc, on voit l'image de plus en plus grande, toujours à l'envers. Mais toujours sur la rétine. Toujours sur la rétine, bien sûr, parce qu'il faut qu'il soit sur la rétine pour que l'œil puisse le voir clairement. Mais remarquez, qu'est-ce qui a changé dans l'œil? Qu'est-ce qui a changé dans l'œil ici pour que l'image puisse rester sur la rétine? Donc maintenant, j'attire votre attention sur cette partie. Observez qu'est-ce qui se passe lorsque j'approche l'objet. C'est subtil, mais l'avez-vous vu? Quand on le fait plus vite, c'est peut-être plus évident. Donc, c'est le cristallin ici qui va s'ajuster. Le cristallin est la lentille ajustable de l'œil. C'est elle qui permet l'accommodation. Donc, plus on approche l'objet, plus le cristallin, regardez qu'est-ce qui se produit, il devient de plus en plus bombé. Le cristallin doit se bomber de plus en plus. Donc, il doit accentuer en fait la courbure de ses deux faces. La courbure de ces deux faces, la face avant, la face arrière, deviennent de plus en plus bombées. Et en devenant de plus en plus bombée, la lentille devient de plus en plus convergente. Donc, elle obtient une vergence de plus en plus élevée. Donc, en augmentant la vergence du cristallin, ça permet de quand même créer l'image à la même position, même si l'objet est plus proche. Il y a une autre chose que je veux vous faire remarquer, c'est qu'est-ce qui va se produire si on franchit cette ligne ici. Vous voyez, la ligne est écrite punctum proximum, une locution latine. Alors, remarquez qu'est-ce qui va se produire. Plus on se rapproche, plus l'image grossit, le cristallin devient de plus en plus bombé. Mais, comme vous pourriez peut-être vous en douter, le cristallin ne peut pas se bomber à l'infini. Il y a une limite physique, physiologique à ce que le cristallin peut faire en tant qu'effort pour se bomber. Donc, ici, quand on arrive au punctum proximum, le cristallin ne peut pas se bomber plus que ça. Autrement dit, plus on approche l'objet, plus les muscles ciliaires ici, ils forcent sur les pourtours du cristallin pour le bomber. Okay? Un peu comme si vous preniez un ballon, puis là, vous le pesez de chaque côté pour le rendre plus ovale.
Alors, c'est un peu ça qui se produit. Donc, les muscles poussent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et là, ici, ils sont arrivés à leur limite physiologique. Ils ne peuvent pas pousser plus que ça sur le cristallin. C'est trop rigide rendu là. Donc, où les muscles cristallins sont rendus à leur maximum de force exercée. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire si on augmente encore plus la distance de l'objet? Eh bien là, l'œil ne peut plus accommoder, dans le fond. L'œil ne peut pas accommoder plus que ça. Donc, qu'est-ce qui se produit? L'image quitte la rétine. L'image recule. Et là, dans le fond, qu'est-ce qu'on va avoir sur la rétine? On va avoir quelque chose de flou. Donc, l'image comme telle est derrière la rétine, ce qui veut dire que sur la rétine, c'est flou. Et plus on approche, plus le phénomène est accentué. Donc, plus l'image va être floue sur la rétine. Alors, ça, c'est ce phénomène qui est illustré ici présentement, c'est ce qui va se produire. Par exemple, prenez votre doigt, mettez-le à 1 cm de votre œil et essayez de le regarder. OK? Essayez de le regarder nettement. Vous devriez, ça m'étonnerait que vous soyez capable. OK? Il y a comme une limite à la distance qu'on peut voir. Puis plus on regarde proche, plus il faut forcer les yeux. Puis c'est clair qu'à 1 cm de distance, c'est impossible de voir. Donc, le punctum proximum, c'est le point. Le punctum, c'est point. Proximum, comme proximité. Donc, c'est le point le plus proche que l'on peut voir nettement. C'est le point le plus proche qu'on peut accommoder, que l'œil peut accommoder. C'est le point où le cristallin atteint sa vergence maximale. Il ne peut pas avoir une vergence supérieure à celle qu'il a au punctum proximum. Donc, c'est le point le plus proche qui peut être vu nettement. Donc, ici, l'image quitte la rétine et sur la rétine, on obtient finalement quelque chose de flou. Donc, si on revient à notre diapo, donc on observe que plus l'objet est rapproché, plus le cristallin est bombé parce qu'il est comprimé par les muscles ciliaires. Donc, plus l'objet est rapproché, plus le cristallin est bombé parce qu'il est comprimé par les muscles ciliaires. Le cristallin ne peut pas être comprimé indéfiniment. Lorsque l'effort d'accommodation est maximal, l'objet se trouve au punctum proximum. Alors, il y en a qui pensent que c'est un mot compliqué. Je trouve pas que c'est vraiment compliqué. Punctum comme point, proximum comme proximité. Alors, c'est une locution latine. On va appeler PP, ça va être plus simple à écrire. Donc, pour dire PP va vouloir dire punctum proximum. On remarque que si l'objet est encore plus proche que le PP, le cristallin ne peut se bomber davantage. L'image devient donc floue. Le cristallin peut se bomber davantage, donc l'image quitte la rétine. L'image quitte la rétine, donc elle devient floue. Le PP, c'est donc le point le plus proche que l'on peut voir avec netteté. De la même façon, ou plutôt à l'inverse, on définit le punctum remotum. Remotum, ça vous fait penser à quel mot en anglais? Remote, comme éloigné. Donc, punctum remotum, qu'on va simplement appeler le PR. Alors, le punctum remotum, c'est le point le plus loin que l'on peut voir nettement. Au punctum remotum, il n'y a aucune accommodation. C'est-à-dire que le cristallin est complètement relâché. Donc, au punctum remotum, il n'y a aucune accommodation. Le cristallin est complètement relâché. Si je reviens à la petite... Donc, vous voyez que plus l'objet est loin, plus le cristallin est relâché, relâché, relâché. Donc, au punctum remotum, le cristallin est complètement relâché. C'est-à-dire le cristallin
il n'y a aucun effort qui est fait par l'œil. Pour un œil normal, qu'on appelle en termes savants un œil emmétrope veut juste dire un œil normal, c'est-à-dire sans défaut optique. Alors, le punctum remotum est à l'infini. Donc, autrement dit, une personne avec un œil parfait, ou un œil emmétrope, cette personne va voir à l'infini sans... c'est-à-dire que quand cette personne va regarder à l'infini, son œil va faire aucune accommodation, elle va pouvoir voir nettement les objets à l'infini. C'est ça, sans que son œil ait à forcer. Quand on parle de l'infini, ça ne veut pas nécessairement dire aller regarder une galaxie à des années-lumière d'ici. Là. Ça peut être quelques dizaines de mètres. Là, pour l'œil, ça peut être considéré comme l'infini. Donc, autrement dit, vous regardez, mettons, vous regardez une maison qui est justement, mettons, 20 mètres de vous, ben, ça peut être considéré comme l'infini en optique. Un œil normal force donc-t-il plus à regarder de loin ou de près? Donc, je pense que vous savez la réponse. Donc, plus on le savez-vous? Est-ce que l'œil normal force plus à regarder de loin ou de près selon tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Juste quelques secondes pour réfléchir. Donc, on a dit plus on est proche, plus l'accommodation est forte. Donc, on force plus à regarder, on force plus à regarder de près. Donc, regarder de loin, c'est moins forçant pour l'œil. OK. Ceci nous amène au défaut de l'œil. Donc, là maintenant, on a défini qu'est-ce que l'œil emmétrope. Donc, un œil parfait. Maintenant, il existe plusieurs anomalies ou plusieurs défauts que peut avoir l'œil. On va en étudier 4. Ce n'est pas les seuls 4 défauts que peut avoir un œil, mais ce sont les 4 peut-être les plus fréquents. Premièrement, on va voir la myopie, qui est vraiment le problème optique le plus fréquent qui existe. Ensuite, on va voir l'hypermétropie. Ensuite, on va voir la presbytie, ça s'écrit avec un Y, et l'astigmatisme. Si vous avez l'habitude d'aller chez un optométriste et que vous avez un de ces défauts optiques, vous avez sûrement entendu ces mots-là. Alors, on va commencer avec le plus fréquent, c'est la myopie. La myopie, le problème, c'est que le globe oculaire est trop long par rapport à la distance focale de l'œil au repos. Si on regarde le dessin ici, regardez, quand on regarde un objet à l'infini, l'œil devrait faire converger ces rayons-là directement sur la rétine sans aucun effort d'accommodation. Le problème avec l'œil myope, c'est qu'il n'y a aucun effort d'accommodation, les rayons proviennent de l'infini, mais ça ne va pas converger sur la rétine, ça va converger devant la rétine. Vous voyez, ça va converger ici devant la rétine. Donc, c'est comme si le globe oculaire est trop long. Si le globe oculaire était un peu plus court, à ce moment-là, la rétine, mettons, elle serait ici, puis ça serait parfait. Fait qu'il n'y aurait pas de myopie. Donc, si on a un globe oculaire trop long, alors ça va créer la myopie. Je dis, ça peut être un globe oculaire trop long, mais à l'inverse, ça peut être aussi, le globe oculaire est de taille normale, mais c'est que la lentille équivalente de l'œil ici, elle a une vergence trop élevée. Ça peut être ça aussi. Donc, ça peut être par exemple que la cornée ici, elle a une vergence trop élevée, ce qui fait en sorte que les rayons convergent trop vite. Donc, ça peut être les deux. Les rayons provenant de loin ne convergeront pas sur la rétine, comme il se devrait, mais plutôt devant celle-ci. Donc, la personne myope voit une image floue d'un objet éloigné. On peut donc dire que le punctum remotum du myope n'est pas à l'infini, comme il se devrait. Donc, normalement, la distance la plus loin possible, on se rappelle, punctum remotum, c'est la distance la plus loin qu'une personne peut voir. Mais normalement, le punctum remotum,
c'est l'infini pour un œil en métrope. Mais pour une personne myope, ce n'est pas l'infini. Et là, ça va dépendre de son degré de myopie. Donc, pour certaines personnes qui ont une légère myopie, ça peut être 2 mètres, ça peut être 5 mètres pour une très légère myopie, mais ça peut facilement être 20 centimètres. Ou ça peut être, oui, très facilement 20 centimètres. Pour quelqu'un qui a une myopie un peu plus prononcée, ça peut être très proche, là. Donc, c'est pas irréaliste de dire une personne myope peut avoir un punctum remotum à 20 centimètres. Ça veut dire que tout ce qui est plus loin que 20 centimètres de son œil va être flou. Plus une personne a une forte myopie, plus son punctum remotum est rapproché, ou proche de son œil. Donc, on continue avec la myopie toujours. On peut donc dire qu'un œil myope est trop convergent. Donc, c'est comme s'il y a une vergence trop élevée, donc ça converge trop tôt. Les rayons convergent trop tôt. Pour remédier à la situation, on va donc placer quel type de lentille sont vous? Si on dit que l'œil est trop convergent, parce que ça converge trop vite, quel type de lentille va permettre de régler le problème d'un œil trop convergent? Bien évidemment, une lentille divergente. Okay. L'œil est trop convergent, donc on va pallier à ça par une lentille divergente. Pour diminuer la puissance convergente de l'œil, pour diminuer sa vergence et ramener le foyer à la rétine. Petite animation pour montrer ceci. Donc ici, on a une personne myope. Donc vous voyez, l'image se fait devant la lentille, malheureusement. Donc sur la lentille, se fait devant la rétine. Donc sur la rétine, on a quelque chose de flou. Donc, solution. Ici, remarquez, on a un objet éloigné. Solution, on met une lentille divergente. Alors, la lentille divergente va permettre de relocaliser l'image directement sur la rétine de façon à ce que l'image soit nette. Maintenant, on va introduire le deuxième défaut de l'œil. On va étudier maintenant l'hypermétropie. C'est en quelque sorte le défaut inverse de la myopie. En ce sens que la cause est inverse. Tantôt, on disait que la myopie, c'était dû à un globe oculaire trop long. L'hypermétropie, c'est l'inverse. C'est dû à un globe oculaire trop court. Donc, regardez. Ici, on a un objet qui est encore à l'infini, OK? Et donc, les rayons arrivent tous parallèles les uns avec les autres. Et là, normalement, ces rayons-là devraient converger ensemble sur la rétine. Mais ils ne convergent pas sur la rétine, ils convergent ici. Ils convergent derrière la rétine. Donc, si le globe oculaire était un petit peu plus long puis que la rétine était ici, il n'y aura aucun problème. Donc, vous voyez, on a comme la cause est comme l'inverse de l'autre. On a un globe oculaire trop court. Donc, les rayons provenant de loin ne vont pas converger sur la rétine, mais plutôt derrière celle-ci. Tantôt, avec la myopie, les rayons ils convergeaient devant. Maintenant, les rayons ils convergent derrière la rétine. Une personne hypermétrope voit une image floue d'un objet rapproché. En fait, là, ici, l'hypermétropie, par contre, en termes de symptômes, c'est un petit peu plus subtil que la presbytie. L'hypermétropie, c'est un peu plus subtil que la myopie. En ce sens qu'une personne myope, c'est simple. Elle voit jusqu'à une certaine distance, de façon nette, et passé cette distance, elle voit flou. C'est pas plus compliqué que ça. La personne hypermétrope, en fait, quand elle regarde à l'infini, donc elle regarde un objet qui est lointain, regardez, ce qui se passe, c'est que l'image se produit derrière sa rétine. Qu'est-ce qu'elle va devoir faire? C'est qu'elle va devoir accommoder, dans le fond. La personne, elle va devoir forcer son œil. Ici, elle va devoir forcer son cristallin. Donc, autrement dit, en bombant un peu plus son cristallin, tiens, je vais le dessiner. Donc, la personne, ce qu'elle va faire,
naturellement, sans avoir à y réfléchir, là, c'est que son cristallin va se bomber un peu plus. Donc, sa vergence va augmenter. Donc, ça va permettre finalement de faire converger les rayons bel et bien sur la rétine. Donc, plutôt que converger derrière la rétine comme tout à l'heure, si la personne elle bombe son cristallin, oui, elle va réussir à avoir une image nette. Mais le problème, c'est qu'elle est en train de regarder à l'infini et elle force son œil. Ça veut dire, puis qu'est-ce qui va se passer si maintenant elle regarde un objet qui est plus proche? Qu'est-ce qu'on a montré tout à l'heure? Plus on regarde un objet qui est proche, plus il faut bomber le cristallin. Fait qu'autrement dit, imaginez que la personne hypermétrope, elle regarde un objet qui est à l'infini, qui est le plus loin possible, puis son cristallin, il force déjà. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il force déjà quand l'objet est à l'infini, l'objet se rapproche, il va forcer encore plus, il va forcer encore plus, il va forcer encore plus. Fait que, autrement dit, la personne hypermétrope va toujours forcer son cristallin, en permanence. Donc, même pour regarder un objet à l'infini, il va falloir qu'elle travaille son cristallin. Puis plus la personne va regarder de proche, plus elle va devoir forcer son cristallin. Donc, ça entraîne une fatigue oculaire énorme. Et c'est souvent la raison pour laquelle ce défaut-là est décelé. Autrement dit, la personne hypermétrope peut voir les objets correctement. C'est juste qu'elle doit constamment forcer son cristallin pour les voir. Donc, c'est pas aussi simple que la personne myope qui voit juste pas les voir. Donc, à partir d'une certaine distance, la personne myope fait juste pas rien voir. C'est-à-dire, elle ne voit pas de façon nette. Mais la personne hypermétrope, elle va voir. C'est juste qu'elle va constamment forcer son cristallin. Donc, ça va entraîner des maux de tête et c'est souvent la chose qui va faire en sorte que ce qui va mettre la puce à l'oreille, qu'il y aurait un problème d'hypermétropie. Donc, on peut dire qu'un œil hypermétrope n'est pas assez convergent. Donc, la lentille équivalente de l'œil ici n'est pas assez convergente. Il faudrait que les rayons convergent plus tôt pour que ça arrive sur la rétine. Donc, il faut pallier avec une lentille convergente devant l'œil pour augmenter la vergence de l'œil et ramener le foyer à la rétine. Donc, la solution de l'hypermétropie, c'est aussi l'inverse de l'hypermétropie. Donc, autrement dit, plutôt qu'une lentille divergente, on utilise une lentille convergente. Par contre, les symptômes ne sont pas inverses. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. La myopie, c'est carrément, à partir d'une certaine distance, on voit flou. Tandis que l'hypermétropie, c'est la personne peut voir net sur une plage de distance normale, mais par contre, elle doit forcer constamment son œil. Donc, ça, c'est le problème de l'hypermétropie. Solution, lentille convergente, de façon à ce que l'image se fasse sur la rétine. Donc, si on continue ici, encore avec l'hypermétropie, donc, on a ici le problème, on a ici la solution. Donc, on met une lentille convergente. Donc, plutôt que les rayons convergent ici derrière la rétine, ils vont converger sur la rétine. Question, peut-on allumer un feu avec des lunettes de myope? Puis même question, peut-on allumer un feu avec des lunettes d'hypermétrope? Alors, je vous laisse réfléchir à ces questions-là. D'ailleurs, ça me fait penser parce que moi, j'avais lu un roman quand j'étais à l'école, ça s'appelait Lord of the Flies. Et dans les personnages, il y avait un myope. Et cette personne myope avait des lunettes, puis il s'en servait pour faire des feux à un certain moment. Alors, ça m'a frappé plusieurs années plus tard quand j'ai compris les différents problèmes optiques que non, ça ne pouvait pas marcher. Il y a un petit problème. On va prendre une petite pause à ce stade-ci. On va continuer après ça avec le troisième problème optique. À tout de suite.